La naissance du déchet, ça commence dans le monde industriel. Parce que bon, on sait que les déchets qui nous préoccupent, ce sont les déchets de la consommation. Avant d'être consommés, il y a un processus qui va être celui de la fabrication. Et dans les premières phases de l'industrialisation, le niveau de consommation reste assez faible. En revanche, les premiers déchets industriels vont être assez importants. Et ce qui est fascinant de voir, c'est que les industriels s'en sont rendus compte assez rapidement, parce que dans des villes comme des villes de mono-industrie ou typiquement industrielles qui sont construites sur l'industrie, ces villes vont connaître assez rapidement des problèmes d'accumulation des déchets. C'est le cas par exemple à Charleroi en Belgique, qui est une ville minière sur laquelle s'est battue une industrie métallurgique très très importante, avec énormément d'ateliers métallurgiques, des serruriers aux taillandiers, aux lamineurs, etc. Et donc avec des scories de travail, donc les scories, donc ça va être du charbon qui a été chauffé, donc une série de mâches-fer, ou alors des rebuts de l'industrie qui va être très très difficile en fait à réemployer. Donc du charbon, on ne le remet pas dans les champs, par exemple. Une fois qu'il a été brûlé, qu'on a le mâche-fer, on ne le remet pas dans les champs. Et donc on arrive dans des villes en fait où la quantité de déchets est très difficile à gérer. Ce sont avant tout les villes industrielles. Alors les industriels étaient très conscients de ce problème, surtout que ça leur coûtait un petit peu d'argent de s'en débarrasser. Il fallait au moins les porter dans des décharges éventuellement. Donc ils ont voulu résoudre cette question, et notamment l'industrie chimique qui, par miracle, allait transformer en fait tous ces déchets peut-être en de l'or. Enfin, c'est l'alchimie, hein, c'est transformer la merde en or aussi. C'est un petit peu cet imaginaire. Et les chimistes ont eux aussi véhiculé cet imaginaire que les déchets de l'industrie pouvaient être utilisés pour fabriquer d'autres choses. Alors je prends l'exemple du noir animal. Donc le noir animal, je suppose que peu de gens connaissent ce que c'est. C'est un produit qui a été permis par en fait, l'industrie chimique, qui a servi en fait, à clarifier les jus de l'industrie sucrière en pleine expansion au début du 19e siècle, pour éviter qu'ils putréfient. Et en fait, pour fabriquer du noir animal, il faut avant tout, pas seulement, mais avant tout, brûler de grandes quantités d'os. Et ça tombe bien parce que, en fait, les premières étapes de la société de consommation, c'est la consommation de viande, qui va remplacer ou qui va être de plus en plus importante proportionnellement par rapport à une consommation plutôt végétale, même si la consommation de viande existait bien sûr depuis très longtemps en Occident. Mais là, cette consommation s'accroît beaucoup, ce qui fait que tous les os ne vont pas pouvoir être réemployés dans la tabletterie, par exemple, la fabrication d'objets en os. Et l'accumulation des os commençait à devenir un problème à la fin du XVIIIe siècle. Et les industriels ont donc trouvé un moyen de recycler, on dirait de nos jours, les os en les broyant, en les chauffant, en les brûlant et en utilisant quelques produits chimiques pour faire un noir animal qui ensuite allait être utilisé pour l'industrie de la sucrerie. Et puis aussi, on s'est rendu compte, parce que pour fertiliser les sols, il faut non seulement de l'azote, mais il faut aussi de la potasse, et il faut, pour ce qui concerne les os, du phosphore. Ce sont les 3 éléments de base de fertilisation des sols. Dans les os, il y a beaucoup de phosphore, et ce noir animal sera aussi utilisé pour amender les champs, là, dans le système du métabolisme urbain dont on a parlé. Alors c'est assez fascinant, parce qu'il y a des industriels comme Anselme Payen, Charles Desrosnes, qui étaient des grands industriels de Paris, qui se sont lancés dans la fabrication de noir animal, dans la fabrication aussi de sel ammoniac. Et le sel ammoniac, c'était aussi une façon de résoudre en fait l'accumulation des déchets organiques ou des vieux chiffons de la ville, parce qu'en les faisant brûler, en les faisant calciner, en ajoutant quelques produits chimiques aussi, on pouvait fabriquer un sel ammoniac qui allait être utilisé en fait dans différentes industries, par exemple la métallurgie ou la miroiterie, etc. Et donc ces chimistes pharmaciens vont commencer à conceptualiser ce qu'on va appeler, ce qu'ils n'appelaient pas comme ça, mais ce qu'on pourrait appeler l'économie circulaire. Et Anselme Payen, notamment, va créer une grosse usine de sel ammoniac et d'autres produits chimiques sur la plaine de Grenelle à Paris. Et Charles Desrosnes, le pharmacien, va créer une grande usine de déshydratation de sang de bêtes. Il collectait tous les sangs de bêtes des abattoirs, il les déshydratait pour mettre ce sang déshydraté en tonneau, pour l'envoyer dans les colonies, où ce sang déshydraté servait aussi à clarifier les jus de sucre coloniaux, donc de sucre de canne.
Et ces deux industriels qui se sont fait les promoteurs d'une sorte de recyclage des déchets ont été aussi les deux principaux pollueurs de Paris dans la première moitié du 19e siècle, puisque dans leur procédé, ça a provoqué, pour le cas du sel ammoniac, une huile, ce qu'on appelait l'huile empyreumatique, qui était une huile très très grasse, quasiment bitumineuse, qu'il en fait rejetait dans le sol et qui contaminait les nappes phréatiques, à tel point que sur 1 kilomètre à la ronde de son usine, tous les puits étaient infectés, donc on ne pouvait plus boire l'eau, ou il le rejetait dans la Seine, puisqu'on est en bord de Seine, et que d'ailleurs cette eau brûlait en fait quasiment, elle pouvait brûler tellement il y avait de matière empyreumatique très très inflammable sur la Seine. D'ailleurs, l'usine de Déraune, l'usine de déshydratation de sang, a été la première usine en France fermée d'autorité en 1834 pour pollution majeure. Première usine, 24 ans après la loi sur les pollutions industrielles qui a caractérisé l'évolution de la réglementation environnementale. Donc, en fait, ce sont les promoteurs du recyclage industriel et donc de quoi faire des déchets industriels qui ont été les premiers incriminés comme pollueurs. L'autre secteur, et ça va être un des principaux secteurs en fait, qui va être source de problèmes pour la question des déchets, c'est l'industrie du gaz d'éclairage. L'industrie du gaz d'éclairage, en fait, elle naît dans les années 1810 en Grande-Bretagne, puis en France 1817. Vous avez ici une usine. Qu'est-ce que c'est le gaz d'éclairage? En fait, c'est un gaz essentiellement du méthane ou de l'hydrogène qui est issu de la distillation du charbon de terre. Et donc, dans cette distillation, ensuite, le gaz va être stocké dans des gazomètres. Hein, c'est ce que vous avez ici sur l'illustration à gauche, le gazomètre qui est dans la partie basse, mais à fur et à mesure que le gaz remplit le gazomètre, on voit la cuve qui monte. L'idée, c'est que le gazomètre ne soit pas en contact de l'oxygène, sinon il explose. Hein. Or, ces usines, en fait, qui vont devenir les principales pourvoyeuses d'éclairage urbain au XIXe siècle, en remplacement des chandelles ou de l'huile, ce gaz en fait produit dans sa processus de fabrication une quantité de déchets en fait très 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 importante parce que la distillation du charbon va aboutir à extraire le gaz, mais donc un résidu de charbon qui va être proche du coke, mais qui n'est pas génial pour la combustion en fait parce que tous les éléments carbonés vont être enlevés, donc des masses de déchets très importantes en volume, et puis surtout des eaux ammoniacales. En fait, qui est extrêmement puante et extrêmement contaminante pour les nappes phréatiques, qui vont être stockées dans des fosses, et puis diverses substances type goudron, bitume, métaux lourds, etc., sans oublier le soufre, bien sûr. Et là encore, il va y avoir une tentative assez fascinante de recyclage de ces matières, notamment entre Payen. Là, je parle du cas parisien, hein, parce que c'était un cas assez emblématique entre Payen et son usine de sel ammoniac et les premières usines de gaz. Parce que les usines de gaz rejetaient une eau ammoniacale. Comme il y avait beaucoup d'ammoniac, en fait, c'était une matière qui intéressait beaucoup Payen pour fabriquer son sel ammoniac. Et en échange, les usines à gaz étaient intéressées par l'huile empyreumatique qui elle-même pouvait être distillée pour fabriquer un gaz. Et donc, pour justifier en fait, ces deux fabrications extrêmement polluantes, on le savait très bien dès le départ, l'idée, c'était de dire que l'industrie pouvait profiter des rebuts, des résidus de cette fabrication pour prospérer. Et donc, en fait, ces fabriques ont été autorisées, notamment parce qu'elles pouvaient recycler leur matière et permettre de créer de la valeur. Bon, alors, c'est une tentative qui a eu lieu pendant quelques années. Et puis, finalement, ça a été abandonné parce que les eaux ammoniacales étaient très abondantes, pas faciles à transporter jusqu'à l'usine, et puis finalement de faible valeur pour fabriquer du sel ammoniac. Et dans l'autre sens, c'est pareil, l'huile empyreumatique, sa distillation n'était pas optimale, le gaz était de mauvaise qualité. Et donc finalement, ces tentatives de recyclage ont été abandonnées, mais ça a laissé le temps aux industries de s'installer. Et ensuite, en fait, globalement, les déchets de ces industries ont été entreposés dans des fosses qui fuyaient plus ou moins, mais en fait à proximité immédiate des villes. Alors c'est le rôle de la chimie dans tout ça qui va être essentiel. Et parmi les chimistes, il y en a un qui s'appelle Chaptal, qui était lui-même industriel, qui était ministre de l'Intérieur entre 1800 et 1804. Et Chaptal va être un soutien en fait très très important de ces premières phases du développement industriel. Il va écrire un livre en 1819 qui s'appelle De l'industrie française,
qui va devenir en fait la Bible de tous les industriels et la Bible de tous les gouvernements qui développent une économie politique à cette époque-là, c'est-à-dire asseoir le développement industriel sur la chimie. Et d'ailleurs, dans ces pages, dans de l'industrie française, donc, vous voyez, Chaptal a un passage sur la chimie créateur de valeur et qui pouvait résoudre la question des déchets. La chimie, en créant l'art de fabrication du sel ammoniaque, a donné de la valeur à des substances qui n'en avaient aucune auparavant. Là, il parle des déchets organiques. Les matières animales étaient rejetées comme ne pouvant servir à aucun usage. Alors c'est un petit peu faux, mais il réécrit l'histoire. Aujourd'hui, elles sont très recherchées. Les fabriques de gélatine et celles de sel ammoniaque s'en disputent l'emploi. C'est ainsi que la chimie, en étendant son domaine, crée des valeurs et fait tout concourir à l'utilité générale. Donc en fait, on est dans une phase aussi où la chimie va devenir un acteur essentiel de ces questions des déchets. C'est la question Lavoisier. Donc vous connaissez Lavoisier, ce grand chimiste qui va être au fondement de la chimie moderne. Et dans une réaction chimique, en fait, rien ne se perd, tout se transforme. Et donc on a autant de matière au départ qu'à la fin. On a juste une transformation des matières. Et donc on n'est pas loin de la chimie, c'est la traduction scientifique de l'alchimie, transformation des matières. Là, c'est au niveau scientifique l'idée que en fait, les chimistes vont pouvoir résoudre toute la question des déchets industriels. Et l'instance principale de ces chimistes qui œuvrent pour la salubrité publique, c'est les termes de l'époque, ou l'hygiène publique, l'instance principale de cette époque, c'est le Conseil de salubrité, dont j'ai parlé à une autre conférence de l'UPED il y a 2 ou 3 ans. Ce Conseil de salubrité se fait également le promoteur en fait, de ce recyclage, même si, je le rappelle, ce mot n'était pas employé. Par exemple, en 1819, la même année, en fait, un membre de ce Conseil de salubrité écrit, mais là il parle des eaux résiduaires des fabriques d'acide et des fabriques de sulfate de fer. Mais dira-t-on, que deviendront les eaux acides qui auront servi à l'épuration des huiles? Donc l'épuration des huiles, c'est pour les rendre moins grasses. Elles seront portées dans une fabrique de vitriol, c'est-à-dire d'acide sulfurique, parce qu'elles y seront utiles, qu'elles ont une valeur et que le fabricant, qui est guidé par les conseils de technologues éclairés, en veut rien perdre. Donc l'idée de technologue éclairé est très présente. La chimie aussi, bien plus puissante que toutes les ordonnances de police, la chimie a débarrassé nos rues des objets qui les infectaient et servi merveilleusement la cause de l'hygiène publique. Ça, c'est une citation aussi d'un membre du Conseil de salubrité. Donc plutôt que des règlements, plutôt que la répression d'une instance de police locale, plutôt qu'une surveillance de proximité, de quartier, mieux vaut faire confiance en la chimie pour résoudre ces questions des déchets. C'est la chimie qui sauvera le monde et qui, donc, comme le dit ce membre du Conseil de salubrité, sert merveilleusement la cause de l'hygiène publique. Alors les effets rebonds, les effets secondaires sont en fait très très importants de toutes ces industries chimiques. On le voit par exemple pour le noir animal. En fait, le noir animal, déjà, premièrement, il a un besoin de combustible très 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 important, donc le rendement énergétique est très faible en fait, et ça provoque en fait une pollution atmosphérique très importante. Et par ailleurs, on recueille du noir animal, mais on recueille également des matières qui sont liées à la combustion et des matières inutiles qui vont être rejetées et qui vont être en fait des nouveaux points noirs. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous disais, les principales usines de ces recycleurs avant l'heure en fait vont soit être fermées, soit être condamnées parfois à l'amende pour les pollutions qu'elles provoquent.